Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le bic, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier. Moi, c'est Paul, et tous les mois, je vais vous emmener dans les coulisses des startups et des entreprises innovantes, à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui vont me raconter leur aventure. Ils partageront avec vous leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur entreprise. Mon objectif ? Tordre le cou aux préjugés qui planent au-dessus de la Startup Nation et tenter de vous donner les principales clés pour réussir votre projet. Bonne écoute. On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups. Le MVP est un concept développé par Eric Ries dans son livre The Lean Startup qui est devenu un véritable dogme de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on entend partout qu'il est indispensable, voire obligatoire, de se lancer très rapidement, parfois même sans avoir un produit totalement abouti. C'est alors qu'arrive le MVP, qui peut être une landing page, un produit version light avec quelques fonctionnalités essentielles ou un prototype en 3D. Mais quel est le véritable intérêt du MVP ? Quelles sont les principales étapes à franchir et à valider pour arriver à une première version de son produit ? Et comment le produit et la cible évoluent grâce à lui ? Pour répondre à ces questions, je suis allé rencontrer 2 entrepreneurs qui ont chacun une expérience différente avec le MVP. D'abord Tom Benatar, CEO de Pixelme, un URL shortener avec pixels de retargeting intégré. Et ensuite Vincent Chollet, CEO de Barba Blanca, qui a développé Bonjour Henri, un assistant connecté à destination des personnes âgées. C'est leurs histoires que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Et nous, on se retrouve en fin d'épisode pour faire le point sur cette question avec Bérangère, chargée d'affaires au BIC de Montpellier. Je m'appelle Tom, j'ai 31 ans, j'habite à Montpellier depuis mes 18 ans. Je suis venu faire mes études ici, j'ai fait des études de marketing-vente à l'ISEM de Montpellier. Et à la fin de mes études, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Linxia, qui était une marketplace pour vendre des licences de logiciels d'occasion. Et au bout d'1 an et demi, on a décidé de faire un pivot vers un projet qu'on pensait plus réaliste, qui s'appelait SaaS Invaders, qui était un vente privée de logiciels en SaaS. On était plutôt contents, sauf qu'on avait un petit peu oublié d'avoir un business model. Donc en fait, on faisait payer personne, on avait des utilisateurs qui prenaient des coupons, on avait des éditeurs de logiciels qui nous donnaient des coupons, mais on avait oublié de monétiser entre les deux, donc on gagnait pas d'argent. Donc suite à l'arrêt de SaaS Invaders, on était parti en vacances à Bali avec Max, qui était mon associé sur ma boîte d'aujourd'hui, Pixelme. Et on avait une idée en tête d'un outil pour mettre des pixels dans les URL. Et on s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est là où on s'est dit, OK, on est à Bali, on est en vacances, on va s'amuser un petit peu, on va créer une landing page et on va lancer le produit. Et du coup, c'est comme ça qu'on a lancé Pixelme, qui est ma boîte maintenant depuis 4 ans. Moi, je suis gros chez cette machine, donc là, dans la boîte où j'étais. Je partage du contenu sur Twitter toute la journée, qui ne m'appartient pas. Donc, je partage des articles de presse, même de concurrents, etc. pour animer ma communauté. Mais en fait, j'ai pas de ROI sur ça. Et donc, l'idée, c'était de dire, si on met des pixels de retargeting dans les liens des articles qu'on partage, moi, je vais pouvoir derrière faire des pubs de mon produit aux gens qui auront cliqué sur les articles que j'aurais partagés. Et donc là, j'aurai un vrai ROI parce que du coup, je vais pouvoir, créer une audience sur des gens qui sont intéressés par le contenu que je partage, et 2, mesurer si justement tout ce travail que je fais sur les réseaux sociaux m'apporte du trafic que derrière je peux retargeter, qui derrière va m'apporter des conversions. À l'inverse des boîtes qu'on a eues avant et qu'on avait montées, là on était vraiment avec Max, on s'est dit ne pensons pas qu'on a la science infuse, qu'on a validé quelque chose, parce qu'en fait on n'en sait strictement rien et on ne sait pas si ça intéresse d'autres gens que nous, ce produit-là. Donc
Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une landing page, donc on a acheté un thème sur ThemeForest à, je crois, $15. Et on a dit, Pixel Me, URL shortener, avec pixel retargeting, on avait fait une baseline, une sub-baseline, on a mis un faux pricing, et on a mis un bouton Start Trial. Donc là, c'était vraiment l'idée de dire, on va faire comme si on avait le produit, alors qu'on l'a pas, et on va voir s'il y a des gens qui s'inscrivent. Parce que s'il y a des gens qui s'inscrivent, c'est qu'a priori, au moins la valeur qu'on propose intéresse les gens. Et en plus, pour valider cette step-là, on s'est dit, si on ajoute derrière un programme de referral, donc les gens qui s'inscrivent, on leur dit, mince, en fait, il n'y a plus de place pour accéder au produit parce que c'est en bêta privée. Si tu veux pouvoir rejoindre, invite tes copains et tu pourras passer dans la file d'attente. Donc ça, c'est assez classique. Un programme de referral, il y en a plein. On n'avait pas besoin de beaucoup de clients, on avait juste besoin de trouver quelques utilisateurs pour voir si ça intéressait. Donc on s'est dit, on va faire une pub Facebook, on va mettre 20 € de budget, donc vraiment pas grand-chose. Et on va cibler, donc on avait ciblé 3 villes, Paris, New York et San Francisco. Et on avait ciblé les directeurs social media ou quelque chose comme ça. Et on a lancé notre pub. On a dû avoir 10-15 clics sur la pub avec les 20 € de budget, ce qui n'est pas étonnant parce qu'on avait fait quand même, le ciblage était précis, donc ça coûte cher. Par contre, on a eu 100% de conversion. Donc, tous les gens qui ont cliqué sur notre pub sont allés sur la landing page et se sont inscrits. Et ce qui a été assez fou, c'est qu'en plus de ça, les gens qui se sont inscrits ont effectivement invité d'autres gens. Donc, ce qu'on avait imaginé en disant, on va les carottes en mettant une landing page derrière en disant, on n'a plus de place, invite d'autres gens, et on s'est rendu compte que ça marchait. Donc, on était parti de rien, d'une petite pub Facebook à 20 €, on s'est retrouvé avec une centaine d'utilisateurs qui avaient envie en tout cas de tester notre produit. Là, il se passe quelque chose aussi d'un peu cool et un peu inattendu, c'est qu'on est contacté par AppSumo. AppSumo, c'est un énorme site, ils ont plus d'1 million de gens inscrits à leur newsletter, qui promeut des SaaS avec des discounts, donc un peu ce que je faisais avec SaaS Invaders. Donc on fait notre AppSumo, ça se passe bien, on avance là-dessus, et en 1 an, on passe de 0 à 10K de MRR, donc de Monthly Recurring Revenue. Et avec Max, on va à un salon à Paris pour se balader. C'était un salon sur le SaaS et parce qu'on connaît un peu du monde dans le SaaS, donc ça nous amusait d'aller faire un tour là-bas. Et là, on a rencontré Kamel, qui est partenaire chez Serena Capital. Donc c'est un fonds d'investissement parisien. Et en rencontrant Kamel, on se dit, quand même, un, le mec est très smart. 2, effectivement, on a une idée de la suite que pourrait être Pixel Me, qui serait un outil d'attribution qui permettrait de traquer toutes tes ads, d'où elles viennent, lesquelles convertissent, etc. Et effectivement, si on lève 1 million d'euros, on va aller beaucoup plus vite. Techniquement, on va pouvoir recruter une équipe. Et en plus, on était vraiment dans une configuration un peu différente. C'est que Kamel, au bout d'1 heure d'entretien avec Max, il refait un café avec lui, on fait un café tous les 3 et il nous dit moi, je suis prêt à investir, si vous voulez, on y va, quoi. Donc, on lève cet argent, on recrute une équipe, on passe de 3 à 8. Et là, on commence à bosser sur l'attribution pendant 1 an et demi. Et là, on a fait ce qu'on n'aurait pas dû faire. Plutôt que de dire, on va essayer de faire que des MVP, d'avancer vers l'attribution avec du MVP, et on s'est remis dans un mode, on est une boîte, il faut qu'on structure. Et on a passé 6 mois, 1 an, quasiment dans notre coin, à coder, à développer le truc, sans vraiment avoir de bêta-testeurs, sans vraiment le lancer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an et demi, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait 2 choses. Un, technologiquement, ce qu'on voulait faire avec l'attribution, c'était quasiment impossible. Et deuxièmement, c'était un sujet qui intéressait tous les marketeurs, mais pas vraiment en profondeur. Mais quand tu creusais un peu, c'était pas non plus un truc hyper poussé pour eux et ils n'étaient pas forcément prêts à investiguer du temps, à investiguer de l'argent là-dessus. Là où on s'est trompé et où je pense que ça aurait clairement changé la donne, c'est qu'on a construit un truc trop gros au début. Tu vois, pour donner un exemple, plutôt que de dire on va prendre un modèle d'attribution, qui serait Last Touch ou le First Touch ou le Multi-Touch, peu importe. Nous, on en a construit plein. Et donc, du coup, rien que les construire les tous, ça te prend des semaines, c'est beaucoup plus long. Et surtout, ça perd l'utilisateur, c'est beaucoup plus compliqué. Finalement, on aurait peut-être commencé par un modèle d'attribution. Ça se serait mieux passé, les utilisateurs auraient peut-être mieux compris, on aurait pu après développer les autres modèles qui les intéressaient vraiment et les développer avec eux.
L'erreur a été d'avoir tout cet argent et de recruter ces gens et de savoir mal l'utiliser. Je pense qu'on a mal su utiliser l'argent, qu'on aurait dû recruter plus doucement au fur et à mesure, vraiment en fonction des besoins, et ça nous aurait obligés à faire plus attention sur notre temps et à se dire bah non, en fait on va pas passer des heures à designer un dashboard alors qu'en fait on n'aura pas d'utilisateur dessus pour l'instant, donc gardons un truc hyper simple, voire même il y a des templates qui existent pour les devs où ils codent leurs trucs, ils ont même pas besoin de designer en vrai, donc et ça marche très bien. Faut pas et même si j'adore faire du design, c'est pas mon ego qui devait parler, ça aurait dû être les devs qui faisaient leur truc de leur côté et éviter de perdre du temps là-dessus, hein. Le postulat de base qu'on avait, c'était je partage du contenu sur les réseaux sociaux et je veux un ROI et donc je veux faire du retargeting. Ce qui était en fait notre use case à nous. Ce qu'on s'est rendu compte très rapidement, c'est que ça n'a pas du tout été nos clients payants. Aujourd'hui, nos vrais clients, c'est des gens qui payent de la pub sur Facebook pour envoyer sur des sites type Amazon, Kickstarter, YouTube. Donc en gros, pour donner un exemple concret, c'est j'ai un shop sur Amazon, je vends mes produits sur Amazon, donc je fais ma pub sur Facebook vers Amazon. 96% des gens vont pas acheter la première fois. J'ai besoin de faire du retargeting sur ces gens-là. On avait un channel dans Slack où on voyait passer les URL. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On les a contactés. T'es qui? Tu fais quoi? Pourquoi tu utilises PixelMe? C'est quoi ton use case? Ah oui, ok. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que quand t'es social media manager, on te demande pas trop de ROI. Et deux, du coup, comme c'est gratuit ce que tu partages, t'as pas ce sentiment de dire il faut absolument que je fasse quelque chose de cette audience que je crée, alors que quelqu'un qui fait de la pub, qui va dépenser 1 000 euros ou 1 000 $ sur Facebook pour envoyer sur Amazon, si c'est qu'il fait 2 ventes derrière et que grâce à PixelMe, il dépense 200 de plus, il va en faire 10, tout de suite, il comprend la value et tout de suite, il est hyper intéressé d'utiliser notre produit. Et on a adapté, du coup, les landing pages en fonction de ça. Ensuite, sur le côté pricing, on avait un plan à 10 $ par mois. Après, c'était 29 et après 69, quelque chose comme ça. Et finalement, au bout de 5-6 mois, on s'est rendu compte que le plan à 10 $, il était pas assez cher. Et surtout, les gens qui s'abonnaient à ce plan-là, ils arrêtaient leurs abonnements très très vite. Donc, c'était pas des utilisateurs qu'on aimait avoir parce qu'en fait, ils venaient mais ils repartaient au bout de 2 mois. Donc, on a supprimé le plan et ce qu'on s'est rendu compte après l'avoir supprimé, c'est qu'on avait autant de conversions qu'avant, mais avec une value 3 fois plus élevée parce que c'était 10 à 29 $. Donc là, c'était hyper intéressant. Et l'autre truc où on s'était un peu trompé, c'est qu'au début, on se disait c'est les social media managers qui vont nous utiliser, ils vont partager beaucoup de liens. Donc, ils ont besoin de beaucoup de liens. Donc, on priçait sur nombre de liens. Tu avais le droit à 100 liens sur ton premier plan et 500, etc. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est quelqu'un qui a un shop sur Amazon, il peut avoir qu'un seul produit, donc 5-6 liens maximum. Par contre, il va avoir 100 000 clics par mois. Et donc là, on a complètement inversé le pricing en disant, en fait, les liens, c'est illimité, on s'en fout, parce qu'en plus, ça ne nous coûte rien. Par contre, le nombre de clics, ça nous coûte de l'argent. Et ça, c'est d'autant plus intéressant parce que si l'utilisateur il a plein de clics, il sera content de payer pour ton produit. Merci Tom pour ce précieux témoignage qui nous montre vraiment bien comment, avec un MVP, tu as pu très rapidement tester ton idée et ton marché sans produit avant de développer une offre complète. Je vous propose maintenant de rejoindre Vincent qui a lancé une entreprise avec juste une idée et un premier produit développé en à peine 1 an et demi. Je ne spoil pas plus et je vous laisse découvrir ce témoignage. Je m'appelle Vincent Chollet, je suis le cofondateur de Barba Blanca, start-up fondée en octobre 2017. Alors mon parcours, il est très classique, hein. J'ai vraiment suivi le parcours typique de l'ingénieur, hein. Donc bac scientifique, maths sup, maths spé, école d'ingé. Et j'ai intégré donc une grande SS2I, hein, Capgemini, dans laquelle j'ai d'abord travaillé sur l'intelligence artificielle des missiles de croisière. Et après, j'ai voulu m'orienter vers un autre domaine, hein, celui des jeux vidéo. Alors, on peut avoir l'impression que c'est très différent, mais techniquement, en fait, c'est presque la même chose. Et après, en fait, j'ai rejoint mon associé Jean-Pierre Gauthier, qui s'occupait de Zodianet. Zodianet était la première start-up qui s'occupait de déployer des box domotiques pour piloter les objets connectés d'une maison. On était en 2010, hein, c'était assez avant-gardiste pour l'époque, mais c'était vraiment une expérience qui m'a donné un petit peu les clés de la gestion d'une startup, ce qu'est une startup, comment ça se pilote.
et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc l'idée de Barba Blanca, elle est née vraiment en fin 2016, début 2017, quand je faisais de la colocation avec mon grand-père. On avait un seul jeu de clés. Et donc pour s'organiser, donc on a décidé d'utiliser des SMS pour communiquer, savoir qui rentrait avant l'autre. Le problème, c'est que mon grand-père, à cette époque-là, fin 2016, il avait 94 ans. Et à 94 ans, on a la vue qui décline. Et donc le téléphone, ça devenait vraiment un vrai rebut pour lui pour communiquer. Il me disait que ça le peinait de voir que notre génération, elle communiquait de plus en plus avec le message et qu'elle écoutait de moins en moins les appels vocaux. En allant plus loin, il m'a avoué que c'était même toute la société qui se transformait puisque bien ses impôts lui demandaient, enfin l'État pardon lui demandait de régler ses impôts par application, son infirmière lui envoie ses comptes rendus par email. Bref, il était complètement exclu des services de notre société parce qu'il ne maîtrisait pas en fait l'outil numérique. Pour résoudre ce problème avec nos grands-parents, on a commencé à chercher des solutions pour leur faciliter la communication dans leur quotidien, la communication avec les services qui se sont numérisés. Bonjour Henri, qu'est-ce que c'est ou plutôt qui c'est? Eh bien, il s'agit d'une application. C'est un assistant qui va permettre à la personne âgée de dicter un message qu'il souhaite envoyer à un destinataire. Et Henri, tout seul, va réussir à trouver le canal de communication sur lequel envoyer le message de la personne âgée. Le destinataire, lui, il n'a rien à télécharger. Il va répondre comme d'habitude à son message sur son canal de communication préféré et le message va être retranscrit à la personne âgée sur son application. C'est le concept de répondeur, sauf qu'au lieu de le connecter au téléphone, on l'a connecté à l'ensemble des systèmes de messagerie numérique que l'on connaît très bien et on y a ajouté un assistant vocal pour faciliter son usage. On a créé vraiment avec nos petits bras et nos petits cerveaux une entreprise, comme on dit, from scratch, à partir de rien, c'est-à-dire sans clients, sans argent, sans produit, juste avec une idée. Notre produit, on l'a avancé au fur et à mesure et on a commencé à comprendre notre marché. À la base, on pensait que ça allait buzzer tout seul, mais c'est pas le cas. Une communication, ça prend du temps et ça coûte cher. On a mis 1 an et demi avant de pouvoir voir la première version sortir sur les stores et on a dépassé le cadre du MVP puisqu'on a eu un produit presque réel. On ne pouvait pas le réaliser en fait avec les outils type no-code. Une landing page, une base de données, c'est pas suffisant. Il fallait d'abord développer toute une stack technique pour pouvoir tester et valider notre prototype. Donc on est vraiment sur de la R&D assez lourde. Dans ce cadre de projet, eh bien, il est très difficile de pouvoir sortir des MVP ou des prototypes. On doit d'abord avoir un premier produit en phase bêta pour ensuite pouvoir le tester et valider le besoin. Donc quand on a sorti le produit Bonjour Henri, après 1 an et demi de travail, eh bien, on l'a fait tester d'abord à ceux qui nous avaient donné l'idée, c'est-à-dire nos grands-parents. Et alors là, ça a été le succès tout de suite, un succès très certainement biaisé puisqu'il s'agissait de notre famille, mais le produit en tout cas a séduit. Le problème, c'est quand on a commencé à le diffuser auprès d'autres personnes âgées, dans des EHPAD, dans des CCAS, dans des résidences services seniors, eh bien, le produit plaisait tout autant, mais quand on leur demandait combien ces personnes seraient prêtes à payer pour Bonjour Henri, et là, ça a été la douche froide, parce que la réponse était 0 €. Alors, pourquoi 0 €? Eh bien, tout simplement parce que nous, ce qu'on vend, c'est une application. Et une application, c'est non tangible, c'est pas physique. Et dans la tête de notre cible, eh bien, quelque chose qui n'est pas physique n'a pas de valeur intrinsèque, ça n'a pas de prix. Vous voyez les modèles économiques de Facebook, de WhatsApp ou de Google, ils ont cassé les prix, ils proposent des applications gratuites parce qu'ils monétisent nos datas. Or, ce n'est pas du tout la philosophie que nous, on a choisie pour monétiser notre service. On voulait vendre le produit, sauf que dans l'imaginaire collectif, le produit, que ce soit chez les personnes âgées ou chez les proches, c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants, eh bien, le produit est gratuit. Il doit être gratuit, on ne peut pas le vendre. Donc là, c'était la douche froide et il a fallu qu'on revoie notre copie de zéro.
On comprenait mieux pourquoi on nous avait longuement conseillé auparavant, les gars, faites des études de marché, et pour pas avancer tête dans le mur. Eh bien, on a décidé d'en faire une quand même a posteriori et de réinterroger les personnes à qui on avait fait tester notre produit. Et on s'est rendu compte qu'il y a un nouveau rôle qu'on avait éludé dans notre modèle économique, qui est celui des aidants, les aidants familiaux. Et c'est ces personnes-là qui nous ont dit, les gars, bon Jean-Henri, c'est génial. Ce qui serait encore mieux, ce serait que nous, on puisse avoir un petit calendrier partagé sur lequel on puisse rappeler les événements à papy, à mamie. Ben, nous, on a dit banco, c'est parti. Est-ce que vous seriez d'abord prêt à payer pour cette solution? Et les aidants, alors là, ça a été unanime. Les aidants familiaux étaient tous prêts à payer pour ce type de solution. On a travaillé le prix avec eux, on a travaillé le produit avec eux. Donc c'est sur la base d'une 50aine d'aidants familiaux qui nous ont aidés à concevoir ce produit. Et ça a donné notre nouveau produit qui s'appelle Bon Jean-Henri Family, qui s'adosse en fait, qui est une application à destination des aidants familiaux et qui s'adosse à Bon Jean-Henri Assistant, l'assistant vocal qu'on met gratuitement à disposition des seniors. Au moment où l'étude du marché des étudiants de la MoMA est tombée, il a fallu qu'on regarde la réalité en face. Hein. Moi qui réagis au quart de tour, ça m'a choqué. John, lui, il a une tempérance à toute épreuve. Alors lui, c'est un rock. Alors c'est génial, on est très complémentaires. Hein. On a vu ça, on a vu que ça allait pas marcher, qu'on allait rentrer dans le mur, droit dans le mur, si on continue avec ce même modèle économique, de vouloir monétiser l'application Bon Jean Assistant. Et donc, c'est là qu'on a pris d'autres initiatives, hein, c'est-à-dire aller à l'écoute des personnes qui nous disaient que peut-être ils voyaient un autre besoin avec Bon Jean-Henri, sans trop changer la technologie. Donc lui, la problématique que mon associé avait, puisque John est le CTO de l'entreprise, c'était de ne pas avoir à changer, pas trop avoir à bouger la technologie. Et de l'autre côté, moi, il fallait que j'aille à l'écoute de mon marché pour essayer de voir si on devait complètement changer de cible et de besoin ou pas. Et coup de chance, grâce à l'étude de marché de la MoMA, ils nous ont dit ah, vous n'avez pas besoin d'aller très loin, les gars. Hein. Il y a juste les aidants familiaux qui sont dans la famille qui aimeraient avoir une extension de votre produit, en fait. Gardez Bon Jean-Henri, gardez l'assistant vocal, mais y ajouter un petit produit fait pour eux qui leur permette simplement de manager, de gérer un agenda partagé entre la personne âgée et la famille. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et là, il serait prêt à avoir de l'argent. Donc, c'est là que moi, je suis allé sur le terrain. John, lui, de son côté, il s'est dit, pas de problème. Moi, je crée un agenda partagé. Et toi, Vincent, va affiner un petit peu le besoin, va voir ce qu'ils veulent. On appelle ça faire du product owner. Hein. Donc, j'ai fait le PO, le product owner. J'ai essayé de rassembler ce que souhaitait la 50aine d'aidants qu'on avait sous l'aile, qui voulaient bien nous aider. Et voilà, j'ai rassemblé toutes les fonctionnalités. Je les ai données à John. Banco, il fallait y aller. Et on a donné une deadline pour la sortie du produit qui est septembre. Ce nouveau produit, Bon Jean-Henri Family, il fallait lui trouver un modèle économique. Donc on l'a travaillé avec les aidants familiaux et on en est arrivé à un prix, un abonnement mensuel de 19,90 € par mois. Le fait d'avoir travaillé sur différentes problématiques métiers, ça nous a fait émerger de nouveaux besoins et des nouvelles idées pour améliorer notre brique technologique. En fait, on n'a pas tellement augmenté le nombre de fonctionnalités de notre brique technologique, mais on l'a tout simplement rendue plus ouverte. On a réussi à l'améliorer de façon à ce qu'elle se connecte plus facilement à différents métiers, à différents services, aux différentes API de nos clients. Si vraiment je devais donner un conseil, c'est rester ouvert, rester surtout très souple. La rigidité, ça tue une entreprise. Et si on a un avantage, nous, start-up, c'est bien celui d'être agile. On n'est pas gros, on n'est pas fort, on n'est pas fortuné, on n'a pas un marché énorme, mais notre capacité, c'est qu'on est capable de se retourner très vite et d'accélérer pour aller droit sur notre marché. Donc, conservons cette agilité, et c'est ce qui fait notre force. Je suis à présent avec Bérangère, chargée d'affaires au BIC de Montpellier. Bonjour Bérangère, merci de m'accueillir ici à Cap Oméga.
Alors nous venons d'écouter les témoignages de Tom et Vincent et j'aimerais avoir ton point de vue sur l'intérêt de développer un MVP au lancement de sa start-up. Je pense que le MVP est là pour sécuriser le projet et la mise sur le marché du produit ou du service. Ça paraît indispensable de tester le marché, tester l'appétence du client pour le produit ou le service et de vérifier que ce qu'on a imaginé, ce que l'entrepreneur a imaginé, correspond à une demande client. C'est une vraie réalité. On voit des projets arriver ayant dépensé des budgets faramineux, 30, 40 milliers d'euros pour un produit sans avoir interrogé le client et se retrouver avec un produit développé par un prestataire qui ne répond pas à un besoin. Donc ça, c'est catastrophique. Parce que pour reprendre après, pour récupérer les choses, c'est compliqué. Et quels sont, selon toi, les principaux pièges à éviter quand on parle de MVP ? Un des premiers pièges à éviter, pour moi, c'est le biais qu'il peut y avoir quand un entrepreneur, une entrepreneuse va s'adresser, tester un petit peu son MVP auprès de son entourage. Et donc, en fait, les gens de son entourage, qui sont souvent des gens qui ont envie d'être sympathiques, ils vont dire oui à tout ce que dit l'entrepreneur, mais en fait, ils vont dire oui à cet élan. Donc ça, c'est un premier biais qu'il faut éviter en interrogeant des gens qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas dans l'entourage, par exemple, et en se focalisant sur l'écoute. L'autre piège, je pense, qu'à éviter, c'est il y a souvent beaucoup de besoins pour plein de choses qui sont hyper intéressantes, mais pour lesquelles les gens ne sont pas prêts à payer. Il faut très vite parler du prix, parce que là, c'est pareil, les gens n'ont pas envie de paraître radins ou n'ont pas envie de donner un prix trop bas. Et du coup, si on donne des fourchettes de prix, ils vont répondre sur une fourchette haute qui n'est pas forcément ce qu'ils seraient prêts à mettre. Il y a beaucoup de produits ou de services pour lesquels on peut avoir une enquête qui donne des indicateurs d'adoption très importants. Et puis, quand on parle du prix, il n'y a plus personne, quoi. Donc ça, c'est un autre piège qu'il faut éviter. Le MVP, il doit aussi beaucoup servir à vraiment valider les fonctionnalités qu'on a prévues. Donc là aussi, il faut permettre aux gens de dire oui, cette fonctionnalité, elle m'intéresse moins que celle-là. Donc il y a des choses qui sont importantes, mais là, la question, c'est qu'est-ce qui est prioritaire ? Quel est vraiment le produit minimum que je dois absolument avoir ? Et après, peut-être qu'il y a d'autres fonctionnalités qu'on pourra rajouter ou d'autres services qu'on peut rajouter. Mais donc ça, il faut vraiment avoir une grande oreille pour récolter ces informations qui me semblent importantes. Merci Bérangère pour tes conseils très concrets qui illustrent bien l'intérêt du MVP dans le processus de développement produit d'une start-up. J'espère en tout cas que ces témoignages vous aideront à y voir plus clair et à vous lancer. Il est déjà temps de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.